Ravi de vous retrouver pour ce premier numéro du Tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse de décryptage. Vous faites bien de nous suivre à travers les médias leaders True TV et Watt FM. Et comme vous le savez, nous sommes également accessibles en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo et avec moi ce matin, les juges au siège, Geoffroy Var, Bernard Bougma, bonjour et bienvenue. Bonjour Président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour Madame, Monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour Président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Deux dossiers sur la table des juges pour cette première convocation de la semaine. Alors le premier est relatif au dossier Thomas Sankara, un dossier qui a connu un coup d'accélérateur la semaine dernière après la confirmation des charges contre les personnes inculpées dans ce dossier. Il y a la France qui a procédé à la remise du troisième et dernier lot d'archives concernant justement ce dossier. Nous allons y revenir avec le regard des juges. Nous allons également parler lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Les autorités sanitaires annoncent 1 380 000 doses de vaccins pour la première phase du plan de vaccination. Nous allons également avoir le regard des juges au siège sur ces deux dossiers-là, mais ça sera après les avant-propos. Nous allons donner la parole au juge Bougma. Merci Président. Alors mon avant-propos va concerner lundi. Vous savez que c'est lundi. Je vais sacrifier à mon rituel en souhaitant un très bon lundi à tout le monde. Vous savez qu'au niveau de la communauté musulmane, c'est pratiquement une semaine de jeûne parce que c'était mardi dernier. Et donc, c'est une chaleur de plomb. Donc, il faut également presser le corps, comme on le dit, pour que le corps diminue, pour que l'âme puisse se lever, pour que l'esprit puisse s'édifier, se fortifier. Donc c'est un temps d'effort intense qui est demandé. Et donc effectivement, quand on jeûne sous cette chaleur de plomb, on mesure naturellement l'effort qui est demandé en temps de jeûne. C'est en ce moment-là qu'on peut voir, parce que pour certains, si vous n'avez pas aussi la faveur divine, c'est même pas évident de pouvoir tenir dans ces conditions. Comme quoi il y a des conditions également remplies, parce que c'est pas aussi évident pour beaucoup. Donc je souhaite beaucoup de courage à toutes ces personnes-là. Très bonne semaine à tout le monde, une semaine de détermination, une semaine de courage et une semaine de victoire. Donc très bon lundi également à tout le monde, comme on appelle ça, à tout le monde. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci juge Bougma. Nous allons écouter à présent le juge Vaha pour son avant-propos. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, merci Président. Ce qui a retenu mon attention, c'est que samedi 17 avril, pour ce qui est de la communauté musulmane, il y avait l'installation de El Hadj Oumarou Kouanda comme président transitoire de la communauté musulmane du Burkina Faso, et cela s'est fait d'abord en son absence parce qu'il n'est pas présent à la grande mosquée de Ouaga, et ça s'est fait sous surveillance avec les CRS qui étaient là. Et puis étant entendu qu'on connaît au moins les problèmes qu'il y a au sein de cette communauté sur les figures de proue, celles qui devaient donc diriger, eh bien il y a eu des échauffourées et donc usage de gaz lacrymogène pour disperser certains et tout. Bon, moi je ne vais pas rentrer dans la guéguerre qu'il y a en interne, je pense qu'on l'a déjà abordé ici sur le plateau du tribunal de l'actualité, mais je me disais que bon, il y aurait peut-être beaucoup de retenues, étant entendu qu'on est dans un mois de carême de jeunes donc musulmans, et on sait ce que cela exige et ce que cela demande. Je pense que à la fin il y aura une communauté qui va prendre toute la pleine mesure peut-être du message qui est en train d'être envoyé. Moi c'est ce que je retiendrai. Ce n'est pas beau relativement à ce qu'on est en train de voir, et j'espère que très vite solution sera trouvée, et que très vite on parviendra à se parler, et que bon, on n'est pas pour des problèmes de personnes ou pour certaines considérations à faire descendre dans la boue ce qu'on a d'honorable. Moi, ce que je dirais de façon très claire, et j'espère en tout cas que les uns ou les autres sauront comprendre qu'il ne faut pas franchir un certain Rubicon, parce que petit à petit, on ne se rend pas compte, mais on est en train d'aller un peu plus loin dans ces guéguerres-là. Et j'espère que très vite ça va se régler, et que les uns et les autres sauront tenir pour dire que le plus important, c'est que c'est une communauté qu'on veut représenter, et cette communauté-là a ses principes, cette communauté a des valeurs, et par moment,
on ne le sent pas dans certains gestes, on ne le sent pas dans certains comportements. Et ça, je pense que ça doit revenir à la tête de chacun. D'accord. Merci pour ce regard-là. Si tout va bien, nous allons enrôler certainement ce sujet demain avec une personne à viser sur les questions liées justement à la communauté musulmane. Mais à présent, nous allons nous intéresser au sujet enrôlé pour la présente convocation. Je le disais, l'État français a, à travers son ambassade au Burkina Faso, transmis le 3e et dernier lot de documents concernant le dossier Thomas Sankara. Peut-être en attendant de connaître certainement le contenu des archives qui ont été données aux autorités burkinabées. Déjà, on peut dire que la France a rempli sa part de contrat. Juge Bougma. Oui, on pourrait le dire. Maintenant, il reste à savoir si c'est tout, mais il reste autre chose qu'on ne sait pas, parce que bon, quand on parle d'éléments diplomatiques, il y a beaucoup de choses à mettre là-dedans. Déjà, le courrier confidentiel de mars dernier, donc dans sa livraison du 5 mars 2021, d'ailleurs dénonçait ce jeu trouble de la France dans ses colonnes, et avait d'ailleurs dit que ce sont des documents, les tout premiers qui étaient venus, les 2 premiers lots transmis par la France, je cite, font partie d'archives diplomatiques entre griffes français susceptibles d'être consultés par le public. D'ailleurs, certains citoyens français qui avaient exprimé le vœu de les consulter auprès des autorités françaises ont pu le faire sans problème. Et pour tout dire, il n'y a presque rien de croustillant dans les 2 premiers lots. Ça, c'était la révélation du journal Le Courrier confidentiel, et qui disait qu'en réalité, la France refuse jusque-là de fournir les vrais documents susceptibles d'apporter un plus à l'évolution du dossier. Il était prévu l'envoi en fin 2018 d'un 3e lot de documents. Les vrais documents déclassifiés qui nécessite donc une procédure exceptionnelle de déclassification entre griffes, mais cela n'a pas été fait. Nous avons également appris que la justice burkinabé avait souhaité se rendre en France afin de procéder à certaines auditions, mais là aussi, les autorités françaises se sont montrées réticentes. Une commission rogatoire internationale a été alors initiée, et même là, certaines personnes nommément visées dans cette commission rogatoire transmise aux autorités françaises n'ont pas été auditionnées. Donc, je ne pourrais pas lire sur l'article, mais ce sont des éléments sortis récemment, parce que c'était en mars, donc numéro 228 du 5 mars 2021. Donc dans cette livraison, le courrier confidentiel disait déjà que la France ne joue pas franc jeu de façon, en tout cas sincère, selon l'article, dans cette affaire de documents déclassifiés et du 3e lot qui contenait, selon ce que le journal révèle, normalement des éléments importants. Donc, est-ce que c'est ça réellement qui a été remis, ou est-ce qu'il en reste là? Je ne saurais le dire. Mais quoi qu'il en soit, ils sont nombreux qui soupçonnent à tort ou à travers la France de ne pas vouloir véritablement bouger dans cette affaire. C'est vrai, il y a des lots de documents qui sont venus, mais il n'en reste qu'il y a des personnes qui doivent être auditionnées sur le territoire français, une commission rogatoire internationale qui doit s'y rendre, et là aussi, ça doit se faire attendre. Donc en termes de collaboration, je ne dis pas que ce 3e lot n'est pas bien, c'est déjà bien qu'on ait aussi ces documents. Reste maintenant de savoir de quoi est-ce que ça retourne au fond, qu'est-ce qu'il y a. Donc c'est vrai que c'est entre les mains de la justice, mais on attendra de voir. Mais j'ai dit déjà, c'est un pas qui est fait. D'accord. Alors, avant cette cérémonie de remise du 3e et dernier lot d'archives concernant le dossier Thomas Sankara, il y a eu l'audience de confirmation des charges des personnes qui ont été inculpées dans ce dossier-là. Alors, 34 ans après, on peut dire justement qu'on est en train d'aller justement vers un jugement. Tout est fait prêt pour qu'on aille à un procès. Oui, il ne reste que la date pour ce qui est du procès. Moi hier je recevais au journal du dimanche soir Maître Guy Avikam, avec qui pendant une trentaine de minutes on a échangé sur la question de ce dossier-là. On est dans une phase où il y a des inculpés, 14, il y a des mandats d'arrêt qui ont été émis, et donc on attend une date de procès pour commencer à questionner, pour commencer à comprendre, pour avoir un procès de façon très claire. Maintenant, tout à l'heure vous posiez une question sur le dernier lot qui était donc arrivé, c'était samedi dernier, remis par l'ambassadeur de France au Burkina Faso, voilà, qui avait été aussi reçu par celui qui représentait la partie burkinabé, Koné. Mais moi, il y a beaucoup de choses, même quand vous écoutez ce qui est dit,
pendant la remise, en même temps que l'ambassadeur vous dit c'était sous scellé, on n'a rien ouvert, je n'ai aucune connaissance du contenu du dossier ou de ce qui est en train d'être remis en termes d'archives déclassifiées, mais il dit en même temps qu'il ne faudrait pas forcément attendre grand chose parce que lui il pense que le travail en interne qui a été fait voilà, et qui a donc conduit mardi dernier à l'inculpation à la mise en accusation de 14 personnes, eh bien ce travail-là devrait être plus étayé et devrait contenir plus d'éléments que ceux attendus et qui cristallisent les attentions. Et il y a ce qu'il dit encore, moi pour ne pas, Luc Alade, pour le prendre mot pour mot, il dit les éléments contenus dans les dossiers d'archives françaises qui ont été transmis, portés ou versés au dossier d'instruction ne doivent pas faire oublier que cette même justice burkinabé a des moyens d'investigation propres. C'est-à-dire, il y a une insistance à nous rappeler qu'il ne faudrait pas trop compter sur les dossiers que nous sommes en train de vous donner. On a eu les lots 1 et 2. Moi, j'avais demandé à Ahmed Guévekam, est-ce que les premiers lots qui nous avaient été donnés en 2018, fin 2018, je pense octobre et décembre, avaient permis de donner des éléments probants pour qu'on ait la décision qu'il y a eu récemment. Il a dit que notre justice, en fait, à un moment donné, s'est retrouvée dans une situation où il fallait séparer les choses. C'est-à-dire, le dossier a des relais internes, tout comme au niveau international. Donc, il y a deux futilibles. Si on ne peut pas tout gérer en même temps, on se dit au moins pour ce qui est des personnes qui sont en interne et qui peuvent être pourchassées ou pour lesquelles on a eu à faire un gros travail et sur lesquels il y a beaucoup d'éléments, est-ce qu'il ne faut pas continuer, quitte à avoir les élans au niveau international et tout, ce qui fait deux directions, on dira comme ça. Et la plupart des archives qui sont en train de nous être données sont celles qui pourraient permettre d'avoir les implications hors pays. Donc, on a une justice qui a fait un bon boulot. On a en interne un bon boulot qui a été fait pour qu'il y ait 14 personnes ici qui aient à répondre pour les suspicions qui pèsent sur elles. Maintenant, pour ce qui est des implications à l'extérieur, on comptait sur un certain nombre de documents pour pouvoir voir un peu plus clair. Mais vous voulez quoi? Moi, je suis désolé, il faut qu'on se dise les choses de façon très claire. C'est vrai que ça ne plaît pas qu'on dise quelquefois certaines vérités. La France, dans la plupart des dossiers qui dérangent, elle a dit quoi? Regardez le procès qui est en cours aujourd'hui du côté même de la France sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec les bombardements. Vous avez compris grand-chose? Rien. Ça veut dire que les personnes qui ont conduit ces avions, qui ont piloté ces avions et qui ont bombardé les bases françaises, lorsque les Béninois ont pu mettre la main sur eux et qu'ils ont informé la France et même les autorités françaises, elles ont fait comme si de rien n'était. Et ces personnes-là se sont volatilisées. Alors que le grand problème, c'est que c'est sur le fait qu'elles aient bombardé les bases françaises qu'il y a eu une riposte tellement foudroyante qu'il y a eu inversion sur le terrain de force. De sorte à ce que le camp Gbagbo, qui était celui républicain alors, selon certaines perceptions, a été fragilisé. De sorte à ce que Alassane et ceux qu'on avait comme en son temps, rébellion, puissent avancer de façon tranquille. Ils ont changé le cours d'une histoire à partir d'un élément. Mais sur cet élément, aujourd'hui, écoutez, même les autorités françaises, chacun vient, chacun raconte son histoire et vous n'y comprenez rien. Regardez, la France nous a habitués à ça. On vous dit, on a été informé, mais on vous sort des discours, vous ne comprenez plus rien. Comment est-ce que des personnes qui sont allées attaquer des bases françaises et pour lesquelles il y a une riposte aussi foudroyante, on les arrête et puis vous les laissez partir. Vous faites comme si ça ne vous intéresse pas. Et aujourd'hui, quand on essaie de faire un devoir de mémoire, ces personnes-là sont aphones ou si ce n'est touchées d'amnésie partielle. Mais ça, la France nous a habitués à ça. Regardez le cas rwandais. Avec l'enquête qui a été menée et les résultats qui ont été donnés sur ce qu'est la responsabilité de la France dans ce qu'il y a eu comme génocide. À la fin, vous avez quoi? Oui, il y a des décisions qu'on aurait pu prendre, il y a des choses qu'on aurait pu faire, mais je pense qu'on a eu une mauvaise appréciation en ce temps d'un certain nombre d'éléments. Mais non, ils
auraient pu faire un certain nombre de choses pour qu'on évite ce qu'on a vu comme inhumain, ce qu'on a vu comme bassesse, ce qu'on a vu comme difficile à accepter. Mais ça, c'est la responsabilité de la France. Même aujourd'hui, face à l'histoire, on n'a même pas la vérité, on n'a même pas une France qui s'assume sur ces choses-là. Vous voulez que quoi? Sur la question de Thomas Sankara, on vient de vous donner tout? Non, il ne faut pas, on va se leurrer. Faut pas, on va se leurrer. S'il y a une implication, une responsabilité française, n'attendons pas que la France vienne nous la donner. D'accord. Alors c'est vrai, Geoffroy l'a dit, quand on écoute aussi certains acteurs clés de la révolution burkinabé qui ne cachent pas l'implication de la France, quand on parle de cette hypothèse-là, est-ce qu'il fallait véritablement attendre grand-chose de ces archives-là? Bon, on est en droit légitimement d'attendre des choses que la France explique, mais s'attendre à grand chose, je ne doute pas de la sincérité de la France, mais je suis sceptique. En général, je suis optimiste, mais sur ce dossier, je ne crois pas fort. Pour la simple raison que ce que Geoffroy dit corrobore toute cette histoire-là sur le continent. Le jeu trouble la France sur certaines opérations. À un moment donné, c'est sans technique que vous avez l'impression que c'est un fantôme d'ailleurs qui est passé. Donc dans ces conditions, ça va être très difficile de faire de la fixation. Est-ce que nous n'avons pas les ressources nécessaires pour connaître et juger du dossier et passer à autre chose? Sinon, l'implication française, je cite encore le journal Courrier Confidentiel. Cette fois-ci, c'est le numéro du 15 février 2021, numéro 226, 15 février 2021, parce que le Courrier Confidentiel qui a eu accès à tout ce qui est au dossier Thomas Sankara a produit un certain nombre de numéros, donc plusieurs actes. Et à l'intérieur, effectivement, c'est fort intéressant. Le jeu trouble encore de cette même France qui a été dénoncé dans ce journal-là, où déjà le 16 octobre, des éléments de la DGSE se sont intéressés à notre table d'écoute. 16 octobre 87. 16 octobre 87, au lendemain du coup d'État, sont venus avec des militaires burkinabés et ont détruit la table d'écoute, ont détruit les archives qui incriminent certaines personnes, y compris Blaise Compaoré. Donc, le journal dit, dans cette information est confirmée par un agent de service de renseignement de la gendarmerie. Notre chef, je cite, le lieutenant Thibault passait nous encourager jusqu'au jour où le capitaine Jean-Pierre Palme est venu dans notre bureau avec des blancs, probablement des Français. L'un d'eux a dit au capitaine Jean-Pierre Palme de m'arrêter et selon un autre agent présent dans le lieu, l'ordre a été donné de tout détruire. Nous avons pris les archives d'écoute concernant Blaise Compaoré que nous sommes partagés. Nous avons procédé à leur destruction. Mais plus haut, c'est dit que ils ont dit qu'il est venu avec un blanc. La table, c'était des Russes et des Algériens également qui avaient livré la table d'écoute et tout. Ils ont détruit une bonne partie des archives. Même dans le bureau de Sankara, paraît-il qu'il y avait un document confidentiel également qui était adressé au président Thomas Sankara et qui faisait cas d'une menace urgente sur sa personne. Donc il y avait ce document-là naturellement avec certainement des pistes d'information qui auraient aussi disparu. Donc elle a contribué à détruire les archives déjà dès les premières heures. Maintenant, c'est quel autre lot d'archives sérieuses qui reste? Et puis c'était stocké là-bas. Donc ils ont le temps d'enlever ce qu'ils veulent et de conserver ce qu'ils veulent. Bon, donc ce qui fait que moi, chez moi, c'est connu, la France protège ses intérêts, elle n'a pas d'amis. Il n'y a pas cet État-là également qui a une affaire, c'est pas une affaire d'amitié, ce sont des intérêts du moment. Donc on ne peut pas trop en vouloir à la France. Ça, faut pas qu'on se leurre. Ils élisent leur président pour leur bien-être. Et s'il va venir prendre chez vous pour aller pour le bien-être des hommes de chez eux, c'est ce qu'il va faire. De par le monde, lors des guerres, les nazis ont été jugés pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et tout. Mais il y a quelqu'un qui a largué 2 bombes atomiques. Ça continue. La guerre en Irak, il n'y a pas eu comment on appelle ça, des éléments dont la CPI peut connaître. Non. Ça dit, il ne faut pas se voiler la face. C'est une question de rapport de force. Et c'est nous qui les faisons entrer. La réalité aussi, elle est là. Il faut qu'on se dise aussi les choses, c'est nous qui les faisons entrer.
Qui les a fait venir? C'est au nom de la coopération, oui, mais même si c'est en matière de coopération, il y a des limites. Donc c'est nous qui les avons fait venir, qui leur avons donné et qui les sollicitons à un moment donné. Je pense que ceux qui sont venus pour aider, les techniciens qui sont venus à Paspanga ce jour-là pour détruire la table d'écoute, ne se sont pas levés comme ça. Qui leur a dit où ça est et qui les est venu? C'est nous. Donc il y a une complicité interne. Donc en réalité, il ne faut pas faire de la fixation, il ne faut pas trop en vouloir à la France, parce qu'à la réalité aussi, nous sommes responsables. Donc avant qu'une France ne fasse ci, ne fasse ça, il y a un complice burkinabé, un complice ivoirien, un complice rwandais, il y a un complice africain. Donc au nom de ce complexe également, ou bien pour les besoins du moment, oui. Il y a des moments où on les sollicite. Quand ça chauffe également, on crie. Comme au Mali. Des hommes même ont baptisé leurs enfants François Hollande au Mali. Mais après, c'est cette même France encore qui est vilipendée. C'est pourquoi j'ai dit à la fin, il va falloir que nous assumons. Donc, qui a d'abord eu l'idée de tuer nos héros? Je pense qu'il y a une responsabilité aussi, c'est nous. Parce que à la dernière main qui va agir là, c'est une main noire. Donc la réalité aussi, c'est nous. Qu'on fasse de la fixation sur la France, qu'on est en droit de demander les archives, je suis d'accord, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que là, c'est peut-être beaucoup plus l'implication de la France qui est cherchée, quoi, mais pas forcément les coupables burkinabés. Si ce sont les coupables burkinabés, là, je dis pour ceux qui ont lu les différents actes produits par le journal Courrier Confidentiel, qui dit avoir eu accès aux dossiers judiciaires, sont édifiés. Pour ceux qui lisent ça déjà, ils sont édifiés sur tout ce qui s'est passé, en toute sincérité. Alors, maintenant, reste à savoir, pour terminer, quel a été le rôle de la France et puis en quoi est-ce que ça l'intéressait. Est-ce qu'il y a eu un appui logistique pour que le crime soit perpétué, comme on a perpétré, que le crime ait lieu? Est-ce qu'il y a eu, je pense que c'est beaucoup plus là qu'on est en train maintenant de chercher. Et là aussi c'est de bonne guerre, parce que ça pourra contribuer à connaître l'histoire et à maîtriser ce point de l'histoire du Burkina qu'on ne connaît pas. Maintenant, si c'est réellement pour alourdir le dossier judiciaire par rapport aux complices, aux commanditaires et autres, bon, j'attends de voir le contenu, mais permettez-moi, je doute fort. D'accord. Alors, quand on écoute certains, en tout cas, l'ouverture d'un procès est imminente. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de risque justement que les débats sur la forme prennent le dessus sur le fond du dossier? Quand on écoute déjà certains avocats, notamment celui de Djendjere, pour ne pas le nommer, il estime par exemple que les faits sont prescrits. Quand on écoute déjà cet argumentaire avant l'ouverture du procès, il n'y a pas de risque qu'on se retrouve à faire un débat sur la forme au lieu d'aller aux faits. Non, mais ça c'est souvent les stratégies aussi, quoi qu'on dise, de défense ou quoi que ce soit. Ce sont les stratégies des avocats. On l'a vu dans le procès du putsch. 19 mois, je disais quand même assez difficile, où au fil du temps, les espoirs et l'attention cristallisée s'est effritée. Et pour donner à la fin aussi, quoi qu'on dise, aussi un verdict avec des personnes condamnées et tout, mais avec un désintérêt au finish, on va dire comme ça. C'est vrai aussi que le temps de la justice, c'est le temps d'élaguer, de regarder, de jauger. Et ça, c'est normal. Maintenant, nous, communs du mortel, voulons qu'en 1, 2, 3 jours, on entende tout et qu'on décide. Mais je pense que la justice aujourd'hui, c'est pas comme ça. Et ça, il faudrait qu'on l'accepte. Et je pense que le procès du putsch nous a permis de comprendre plein de suspensions, plein d'éléments qui ont été sortis. Et hier encore, quand je vais mettre Diaveka, il disait quelque chose qui était pour moi aussi assez pertinent. Le fait qu'on n'ait pas pu, pour un dossier aussi emblématique, permis à ce que tous les Burkinabés puissent le regarder parce que c'était en direct, au finish, créer ce désintérêt-là. Parce que si vous devez attendre des journalistes qui viennent vous faire le récit de ce qui a été dit là-bas, sans image, sans rien, avec quelquefois, et ça c'est humain, comment dire ça, des déperditions dans la façon de rapporter la chose, vous comprenez qu'à un moment donné, vous avez l'impression d'écouter une revue de presse chaque jour et puis c'est fini. Mais quand vous avez ce genre d'éléments qui sont importants dans la vie de la nation, des histoires qui ont marqué tout le monde, pour lesquelles on a eu plusieurs marches, on a eu ceci, on a eu cela, qui cristallisent des attentions, si on ne permet pas qu'il y ait
se taxer là, au débat, à la contradiction, à ce qui est raconté, au témoignage, on perd quelque chose. Et je crois que ça c'est important. Si peut-être avec ce procès-là, on arrive à avoir par exemple du direct, c'est quelque chose qui va faire leçon, ça va faire tache d'huile. Parce que les Burkinabés ont envie de savoir ce qui s'est passé. Aujourd'hui, l'affaire Thomas Sankara, et quand vous regardez, ce n'est même plus presque une affaire seulement burkinabé. C'est le panafricain, il est dans le subconscient, dans le conscient de beaucoup de personnes, un vrai symbole. Et ce qui s'est passé, c'est pas seulement qu'une question de sympathie, mais les gens ont envie de comprendre ce qui s'est passé. Et je crois que ça mérite que ce soit ouvert, qu'on puisse savoir, on puisse le regarder, ça puisse faire qu'à école. Et ça, c'est un plaidoyer que moi je fais. Ça pourra permettre, même avec la longueur du procès, avec les péripéties, de garder cet intérêt-là, cette flamme. Parce qu'aujourd'hui, on a une dynamique de quoi? Réconciliation, pardon et tout. Mais pour ça, il faudrait savoir qui a fait quoi. Il faut que tout le monde sente, tout le monde entende, tout le monde sache ce qui s'est passé. Et je pense que ça devrait participer à donner encore plus d'intérêt, plus d'engouement et garder cette flamme-là. Pour moi, ça, c'est très important. Maintenant, il ne faudrait pas aussi que nous nous mettions dans la tête qu'il y a des gens qui viendront et puis très vite ils seront inculpés parce qu'on a déjà eu beaucoup d'éléments contre eux. Donc, ça dit que le verre il est tiré, il reste à les faire asseoir et puis on va leur donner des... Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Vous parliez tout à l'heure de l'avocat de Diendéré. Il dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit pendant 10 ans, il n'y a rien eu. Et pour lui, la prescription, ça c'est du fait. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Mais il y a que l'autre partie a envoyé a invoqué 2 éléments pour que cette prescription ne tienne pas. Et je pense aussi que le vin il est tiré sur ce chapitre-là, puisque la décision a été donnée qu'un procès doit être ouvert. Donc ça veut dire que la prescription ne tient plus. Donc ça c'est un autre débat. Maintenant il faudrait que chacune des parties défende ses clients. Ça, c'est la partie maintenant des avocats. Mais le commun des Burkinabés a envie de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Maintenant, deuxième élément sur lequel je voulais réagir. Je ne suis pas trop d'accord qu'on dise qu'il ne faudrait pas trop en vouloir à la France, il ne faudrait pas ceci, il ne faudrait pas cela. Non. Dans beaucoup d'éléments qui sont passés dans notre histoire, la France a beaucoup à dire, la France a beaucoup à y voir, la France a beaucoup à se reprocher. Il ne faudrait pas qu'on se leurre. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque on parle par exemple du procès de Thomas Sankara, on cite des noms, il y a Hyacinthe Kafondo, il y a beaucoup d'autres éléments, parce que selon ce qui est dit, il serait le présumé, la figure de proue du commando qui a attaqué ce jour-là. Mais pour beaucoup, dans le subconscient des gens, c'est pas forcément Kafondo qu'on voit. C'est pas forcément celui qui a appuyé sur la gâchette qu'on voit. On se demande, mais qui a donné l'ordre pour que ce soit fait? Mais dans qui a donné l'ordre? Qui a fomenté? Quand vous montez, si ça va un peu plus loin en termes d'intérêt, en termes d'implication, que ce qu'on a à l'intérieur du pays, il faudrait aussi que ça se sache. Parce que, disons les choses tout nettes, la France, avec ses anciennes colonies, a été toujours dans des intrigues. Et ça, pour moi, c'est de l'ordre aussi d'éveiller nos consciences. Pour moi, c'est important. À un moment donné, pour qu'on comprenne que les questions de coopération qu'on a, il n'y a pas de bonhomie. Il n'y a pas de philanthropie forcément. Il n'y a que des intérêts. Et ça, si petit à petit, on commence à comprendre, je pense qu'on sera plus prudent. On sera plus regardant. Et puis ça fera leçon. Je crois que ça aussi c'est important. Pas qu'on se dise qu'on règle les problèmes entre nous, bon c'est pas lui, c'est pas ci, c'est ceci, c'est cela. Mais les implications lorsqu'on sont un peu plus fortes, vous comprendrez que vous comprenez tout le combat qui a été par exemple celui de quelqu'un comme Sankara. Combien il a dérangé? Sankara n'a pas seulement dérangé au Burkina. Sankara n'a pas seulement dérangé des adversaires politiques au Burkina, mais des personnes qui avaient des ambitions d'avoir son fauteuil présidentiel ou quoi que ce soit. Il dérangeait plus que ça. Je pense que ça, c'est important aussi de le savoir. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 octobre 87? C'est la question à laquelle doit répondre en tout cas ce procès que tout le monde attend. Et pour répondre à cette question, pour certains, il faut forcément certains acteurs clés de la révolution burkinabé, notamment Blaise Compaoré, qui est d'ailleurs inculpé dans ce dossier-là. Alors,
Est-ce qu'on peut nourrir l'espoir de voir Blaise Compaoré devant les juridictions burkinabées quand on connaît un peu sa situation, lui qui est aujourd'hui réfugié politique en Côte d'Ivoire et qui a la nationalité ivoirienne? Juge Bougma. Bon, personnellement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir Blaise Compaoré, parce que demain Blaise peut se lever de son propre chef, dit je viens répondre. Ce qui traverse la tête d'un homme, c'est ce qui traverse la tête d'un homme. Parce que beaucoup ont encore en mémoire cette affaire impliquant Guillaume Soro, où on a préféré régler, comme on l'a dit, diplomatiquement cette histoire-là. Est-ce qu'on ne peut pas être dans ce cas de figure? C'était pas dans les mêmes cas. Parce que concernant Guillaume Soro, on avait affaire au président de l'Assemblée nationale d'un pays voisin et ami, dont le président a mis tout son va-tout pour défendre, sans coup férir. Même la France est pliée. Quand elle a voulu arrêter Guillaume Soro, Alassane s'est fâché, la France était obligée de faire avec. Quand je prends d'abord la France avant de venir au Burkina. Quand ils ont raté Guillaume Soro chez lui, par l'injonction de la juge Kérix, et que Alassane a pris l'affaire, il s'est énervé. Il a transformé la présence de Guillaume Soro en un voyage officiel pour participer à la COP, je ne sais plus COP combien là, en France. Et donc, rapidement, il a dépêché l'avion présidentiel pour aller ramener son bon petit, comme on le disait en son temps. Mais Guillaume Soro étant devenu officiel, c'est la police française qui a escorté Guillaume Soro à l'aéroport pour que le plan ne voit, puisqu'il est devenu officiel. Et il faut escorter officiellement. Mais c'est ce qui s'est passé. Et il va plus loin. Les Ivoiriens prennent d'assaut l'aéroport et disent à Air France de ne pas atterrir. Vous n'atterrissez pas ici. Vous ne pouvez pas faire ça à notre président de l'Assemblée nationale et atterrir ici. Ils ont envahi l'aéroport, dit qu'ils ne veulent pas voir Air France. Mais Air France qui n'atterrit pas à Abidjan, imaginons la perte. Vous allez atterrir où? Alors que donc, il y avait des négociations souterraines. Parce que là, Alassane a mis tout son va-tout pour non seulement sauver le soldat Soro, mais sauver également l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que c'était aussi l'image de la Côte d'Ivoire qui était en jeu. Et là, il ne s'est pas amusé. Il a fait pareil pour le dossier burkinabé. Des sources introduites disent que quand il a pris son téléphone pour appeler nos autorités, il était fâché. Il a même menacé d'aller jusqu'à rompre la coopération. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Beaucoup ne sait pas. Mais toujours est-il que monsieur aurait menacé d'aller jusqu'à la rupture de la coopération, parce que nous aussi nous avons péché sur le plan diplomatique par rapport au... Parce qu'il y a une voie par laquelle ce genre de mandats-là doivent aller et que nous n'avons pas respecté toutes les voies. Et je me rappelle qu'aux premières heures de ce mandat, les Ivoiriens ont écrit au Burkina et ont dit que le mandat a été émis au mépris des us et coutumes diplomatiques. Cette phrase-là, je la retiens. Ils ont dit au mépris. Et donc, j'ai cherché à savoir quand la Côte d'Ivoire dit que ça a été fait au mépris de ce qu'il y a comme usage, c'est-à-dire diplomatique, comme voie normale. Pourquoi est-ce que nous avons péché? Il a effectivement été dit qu'il y a deux voies. Interpol qui prend un dossier, mais aussi la Côte d'Ivoire qui doit prendre un dossier, qui doit passer par notre justice, notre ministère de la Justice, notre ministère des Affaires étrangères, qui saisit son homologue de la Côte d'Ivoire, qui transmet au ministre de la Justice là-bas et qui va également jusqu'au parquet. Mais naturellement, le gouvernement sera avisé en conseil des ministres et tout. Donc voilà. Mais il paraîtrait que l'autre chemin, nous ne l'avons pas fait. Ceux qui sont là, dans le secret des dieux, disent là nous avons péché. Et ce serait également, je suis sûr qu'également, c'est depuis Ouagadougou que certains de nos éléments aussi ont bloqué certaines choses dans les couloirs de la diplomatie burkinabé. Vous savez que c'est un dossier qui a été monté in extremis, parce que entre la prise de pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré, marquant la fin de la transition, et la transmission du dossier, le délai n'était pas long. Ce sont les outils de la transition qui ont géré le dossier, qui l'ont transmis, mais la patate chaude a été héritée par le pouvoir Kaboré. Mais ce n'est pas le pouvoir Kaboré qui a été à l'origine. Non, ce sont les autorités de la transition. Maintenant, à quel moment celui qui devait passer le courrier, pour ne pas dire le dossier qui devait passer par la voie diplomatique, a été bloqué dans les couloirs de notre diplomatie, ça je ne sais pas.
Et donc Alassane avait un élément fondamental qui est ce péché que nous avons commis, sur lequel il s'est appuyé pour dire comme c'est comme ça, moi aussi je bande les muscles parce que vous n'avez pas respecté les termes, et si ça va être comme ça, comme il y a des usages et tout, moi je vais rompre. J'ai appris qu'il a menacé de le faire, jusqu'à ce que les deux se rencontrent à Addis Abeba. Là j'étais présent, où ils ont dit qu'ils vont gérer par voie diplomatique, et puis bon, la suite on la connaît. Donc la réalité aussi là, selon certains qui ont eu connaissance du dossier, qui ont voulu être objectifs, disent que quelque part nous avons aussi péché. Et la suite on la connaît, c'était le tripatouillage au niveau de la justice, le dossier qui a été raturé, puis griffonné, là aussi ça a été révélé, on est passé à autre chose. Mais j'ai dit, mais Blaise Compaoré, c'est un dossier différent. Il n'a pas été ministre, ni député, ni pan ivoirien. Il est ivoirien par alliance. Et d'ailleurs, de mon point de vue, bon, c'était pas un événement parce que madame est ivoirienne, ça c'est aussi chose que ça. Maintenant, bon, c'est après que la nationalité officiellement lui a été remise, lui et son frère cadet, oui. Mais en même temps, pour Blaise Compaoré, c'est quand même l'ancien président du Burkina Faso. Donc, ivoirien, je suis d'accord, mais bon, c'est le président du Burkina, l'ancien président du Burkinabé qui est recherché. Donc, comment est-ce que sur le plan diplomatique ça va se régler, je ne sais pas. Mais toute cette bagarre d'ailleurs, je pense aussi, ce n'est pas l'honneur de Blaise Compaoré, du soldat Blaise Compaoré, du capitaine Blaise Compaoré, qui devrait normalement s'assumer vis-à-vis de l'histoire, de mon point de vue. D'accord. Parce que la crainte, elle est à, comment on appelle ça, à quel niveau? Mais ce n'est pas le Blaise seul. J'ai parlé de la France, où j'ai dit que ça pourra permettre de nous édifier, de savoir jusqu'où elle est impliquée pour édifier notre histoire récente. Ça, j'ai dit oui. Mais en termes de coupables à chercher et en termes de commanditaires à chercher, j'ai dit oui, il y a certains pans. Mais si il faut compter sur la France pour connaître la vérité, j'ai dit ce n'est pas aussi évident. Mais par rapport à ses implications, si déjà le 16, ces éléments ont été à la DGSE, c'est que c'est sûr qu'elle s'est impliquée jusqu'à un certain niveau. Et ça pourra permettre d'enrichir notre histoire. D'accord. Par rapport justement à cette question de l'extradition de Blaise Compaoré, quelle est votre posture? Vous êtes optimiste? Bon, moi je crois que ce qui aurait grandi peut-être l'homme, c'est qu'il rentre et qu'il réponde de ce qui lui est reproché. Ça, en tant qu'ancien chef d'État, et puis il a géré ce pays-là quand même pendant plusieurs décennies. Et sur certains temps, je crois qu'il a des choses à dire. Ça l'est très intéressant. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, je pense à un moment donné, ce qu'on disait, c'est que bon, la question de peine de mort pourrait militer à ce que la partie ivoirienne ne veuille pas l'extrader ici et tout, mais là on n'est plus dans ce contexte-là. Et hier, je pense que lorsque je discutais avec Maître Guy Bekam, sur la réalité, c'est que quand vous refusez, avec les accords que nous avons et tout, même si on refuse d'extrader Blaise Compaoré, ça veut dire que vous devriez juger. Mais vous allez juger avec quels éléments. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on dit oui, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle va extrader ou pas, je crois que souvent on oublie beaucoup de choses. Si aujourd'hui on en est au Burkina à cette étape de vouloir faire un procès sur la question de Thomas Sankara, ce dossier-là, c'est parce que les choses ont changé. Si Blaise Compaoré était encore là, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu ce procès-là aujourd'hui. Donc je veux dire quoi? Au pouvoir. Il y a la question... toujours au pouvoir. Oui. Je veux dire quoi? Aujourd'hui, celui qu'il a et qu'il a accueilli et qu'il accueille en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Dans la marche d'Alassane vers le pouvoir qu'il a aujourd'hui, Blaise Compaoré a été pour beaucoup. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Est-ce qu'il faut attendre à ce qu'Alassane aujourd'hui le lâche ou bien le daigne? Si ce n'est que Blaise Compaoré lui-même veuille venir, je ne vois pas Alassane le livrer. Maintenant, c'est que Alassane aussi n'est pas éternel en Côte d'Ivoire. Ça veut dire aussi que le changement qu'il y a eu ici, si changement il y a en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré se retrouvera dans un inconfort. Si d'aventure, c'est-à-dire les nouveaux maîtres ne lui sont pas aussi redevables que Alassane Ouattara. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, il y a beaucoup de choses qui peuvent évoluer.
Mais je dis encore que ce qui serait intéressant, c'est que Blaise Compaoré vienne répondre librement de ces choses-là. Et puis, bon, quoi qu'on dise, c'est difficile dans l'histoire du Burkina de ne pas aborder ce pan-là qui a vu des plus que frères se retrouver dans une situation où à la fin, il y a un qui est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, ça intéresse tout le monde. D'accord. En tout cas, merci. C'est vrai que nous ne pourrons pas répondre à cette question-là sur ce plateau. Comme on l'a dit, il y a un procès qui est annoncé et on attend en tout cas ce procès pour avoir des éléments pour mieux comprendre ce qui s'est passé le 15 octobre 87. Merci, monsieur le juge, pour ces clés de lecture. Nous allons à présent nous intéresser au deuxième sujet qui a été enrôlé pour cette convocation. Je le disais samedi dernier, lors d'un déjeuner de presse, le ministre de la Santé a présenté le plan de déploiement du vaccin anti-Covid-19 au Burkina Faso. On retient des échanges avec les hommes de médias qu'il y a environ 1 380 000 doses de vaccins qui sont annoncées pour cette première phase-là du plan. Alors, déjà, juge Bouma, comme on l'a dit, pendant longtemps, on a reproché au ministère de la Santé de ne pas trop communiquer autour de cette question de vaccins, alors que d'autres pays ont pris les devants. On peut dire maintenant que les choses ont été rattrapées. Bon, je dirais que rattraper, je ne sais pas. Je pense que le Burkina a décidé d'y aller. Sinon, ce n'est pas rattrapage en tant que tel. Je dis bien parce que beaucoup de pays qui ont reçu les doses ne les ont pas administrées au niveau de l'espace CEDEAO. Ils sont nombreux, ces pays-là qui ne les ont pas administrées, mais qui ont reçu les doses. Mais nous avions, on n'avait rien pris. Donc, mais il y a d'abord eu un travail préalable qui a été mené par l'Académie nationale des sciences, des arts, des lettres du Burkina Faso, pour donner son point de vue sur ce qu'il y a effectivement à faire. Et le travail s'intitule « Le point de vue de l'Académie nationale des sciences, des arts et des lettres sur la vaccination contre la Covid-19 au Burkina Faso, mars 2021 ». C'est au terme de ce travail effectivement que le Burkina, comme on appelle ça, a pris sa décision. Parce que c'est ce groupe de techniciens-là qui a travaillé et qui a passé en revue les conditions pour qu'un vaccin puisse être accepté selon les protocoles établis, qui a fait la revue des différents types de vaccinations qui existent, mais aussi qui s'est posé la question de savoir est-ce qu'on doit accepter le vaccin au Burkina Faso. Et en disant, voici le grand 4 dit, grand 6 pardon, considération pratique pour la vaccination anti-Covid au Burkina. Faut-il vacciner? C'est la question que le groupe s'est posée. Donc, incertitude par rapport à l'innocuité des vaccins, ici, jusqu'à poser la question, faut-il vacciner? Après avoir, et comme on appelle ça, parce que c'est long, je ne pourrais pas tout citer ici, et peser ce que l'opinion dit, la réalité du terrain, et faire intervenir d'autres implications, ils ont conclu que la réponse est oui. Et donc, maintenant, qui vacciner? Le même groupe, effectivement, ont fait un travail. Et ils ont dit tous les sujets de plus de 14 ans, l'ordre de priorité ci-dessus ayant été donné, comme on appelle ça, concernant l'assentiment libre et éclairé. Donc, il y a un tableau, une pyramide qui donne les priorités à vacciner, les personnes prioritaires à vacciner. Personnel de santé impliqué dans les soins, personnel de FDS, sujets porteurs de comorbidité, diabète, hypertension artérielle, maladie pulmonaire chronique, etc. Sujets âgés de 60 ans et plus, enseignants, étudiants et élèves du poste primaire, personnel aéroportuaire et des postes frontaliers, commerçants des marchés et yards des villes. Donc il y a l'ordre des priorités, des personnes prioritaires données dans le travail qui a été effectivement fait. Donc le gouvernement naturellement s'est appuyé sur, comme on appelle ça, et sur ce travail-là. Donc maintenant quel vaccin choisir, parce qu'ils sont allés jusqu'à ce travail-là. Donc c'est pour dire qu'il y a d'abord eu un travail technique qui a été fait pour identifier les cibles et se poser la question de savoir est-ce qu'il faut y aller, après avoir fait une évaluation conséquente et conclure qu'il faut y aller, mais avec qui?
Donc, et je pense que c'est ce sur quoi, effectivement, ils ont abouti. Sinon, par exemple, dans ce lot-là, les enfants de 0 à 14 ans ne sont pas concernés. J'ai même dit que c'est tous les sujets de plus de 14 ans. Donc, de 0 à 14 ans ne sont pas concernés. Après cette fourchette des personnes prioritaires, il y a un autre lot. Je pense que c'est le lot de 25 ou bien jusqu'à 40 ans, c'est jusqu'à 50 ans, pas concernés. On parle de 60 ans aussi et plus qui sont concernés. Donc, ils ont passé, parce que je n'ai pas le temps de tout lire. Donc, il y a ce travail, j'ai dit bien technique, qui a été fait. Donc, le Burkina est allé de façon prudente, mais aussi de façon sélective. Donc, 21 millions d'habitants, 1 380 sur 21 millions d'habitants. Voyez-vous que c'est vraiment des cibles prioritaires, comme on le dit. C'est vrai que ces doses de vaccins, c'est pour une première phase. Tout à fait. Mais à terme, on parle d'un peu plus de 9 millions de personnes qui seront concernées par la vaccination. On retient également que ça va coûter autour de 50 milliards de francs CFA. Cette vaccination va être volontaire. Mais pour beaucoup, l'enjeu, c'est l'adhésion de la population à cette campagne. Quand on voit un peu ce qui se fait comme communication sur les réseaux sociaux et les polémiques que ça soulève. Vous dites bien 50 milliards de francs CFA, 17 milliards qui seront supportés par la dynamique COVAX et tout. Mais donc ça veut dire qu'on va casquer. Ça au moins c'est clair. Et moi quand je regarde, la question que moi je me pose, c'est est-ce que le Burkina a le choix? Parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on se leurre. Quand on regarde, je suis désolé, mais si on veut être logique avec nous-mêmes, est-ce que c'est maintenant qu'on devrait nous vacciner? Regardez le nombre de cas qu'on a. Si l'évolution des cas qu'on nous donne là, si c'est vraiment ça, et moi je pense que j'y crois, parce que à chaque fois on a des points de presse là-dessus. Si c'est vraiment ça, au moment où vous avez des centaines par jour, on ne vous vaccine pas. C'est quand vous commencez à avoir des dizaines là, c'est là on vient vous dire que non, on doit vous vacciner. Logiquement, est-ce que ça tient? Mais il y a une réalité, c'est qu'on n'est pas dans un monde qui est fermé. Les gens doivent voyager, les gens doivent bouger. Et je dis aujourd'hui, le plus dur des visas, c'est celui santé. Ça veut dire que si vous provenez d'un pays qui n'a pas pris toutes les mesures, d'un point de vue, je dis 100 ans, mondial, donc voulu et entendu par les grandes puissances, vous risquez d'être mis un peu en quarantaine. Vous risquez de ne pas avoir accès à un certain nombre de pays. Donc vous êtes obligé, par moment, de vous aligner dans certaines dynamiques pour ne faire que montrer patte blanche. Sinon, Burkina aujourd'hui, dites-moi la vérité, pourquoi est-ce que aujourd'hui on va venir vacciner des gens? Au moment où on avait peur, là, on ne nous a pas vaccinés. Au moment où il y a eu le pic, là, on ne nous a pas vaccinés. Maintenant que chaque fois on vient nous faire le point que non, il y a eu 17, il y a eu 20, il y a eu 15, c'est maintenant qu'on veut nous vacciner. Et heureusement que le professeur a été clair, il a dit que c'est volontaire. La première phase va concerner 20% des Burkinabés et la seconde phase, 50% des Burkinabés. Donc on sera en gros à 70% des Burkinabés qui seront vaccinés. Mais la première déjà c'est 50 milliards. Donc moins 17 milliards, le reste, c'est nous qui allons supporter. En même temps, quand vous regardez dans les priorités que traçait le ministre, c'est renforcer d'un point de vue infrastructurel nos offres de santé, surtout au niveau de nos hôpitaux et tout. Il a parlé de 500 milliards à mobiliser. Je pense que lui-même a fait le tour de certains hôpitaux. Il est parti à Bobo du Lasso. On a vu la cuisine qui a fait Pont-Neuf et tout. Il y a le Gado, ça on n'en parle pas. Donc il y a beaucoup de nos hôpitaux qui ont un besoin infrastructurel qui est monstre. Donc on est partagé entre le prioritaire, le primordial et le nécessaire. Mais à la vérité, on est dans un monde qui est globalisé où il faut sacrifier à certaines choses. Sinon, je suis convaincu que la question du vaccin est un inconfort aujourd'hui pour tout le monde. Si vous ne vaccinez pas vos populations aussi, ça sera difficile. Demain, on vous dira non, le Burkina, là, ça fait partie des pays où on ne vaccine pas les gens contre le Covid. Donc là-bas, là, les risques sont tellement énormes. Et puis vous comprendrez aussi, quand vous regardez les risques, ce que ça a impliqué en Europe, en termes de chamboulement, ils ne peuvent pas accepter, ça c'est logique, il faut l'accepter, il faut le comprendre, que des personnes qui sont issues de pays où
pour eux, il n'y a pas eu une vraie veille, il n'y a pas eu assez d'éléments qui ont été faits pour pouvoir contrer le virus, ils ne peuvent pas accepter que ces populations rentrent chez elles. Parce qu'elles ont été fortement fragilisées, et leurs économies et leur système de façon générale. Donc elles ne vont pas accepter que des pays qui n'ont pas accepté de vacciner des gens, qui n'ont pas accepté de prendre un certain nombre de mesures, viennent chez elles. Donc on sera obligé, mais je suis convaincu que si c'est pour le Burkina même là, c'est pour le Burkinabé, on n'aurait pas vacciné des gens aujourd'hui. Ok. Alors juste pour moi, c'est vrai que la question du vaccin a toujours fait débat, et même les pays qui l'ont déjà expérimenté. Est-ce que nous au Burkina on peut faire l'économie de ce débat-là? Non, on ne peut pas faire l'économie de ce débat. Et d'ailleurs, l'Académie nationale, l'abréviation donne en salle BF1 pour aller plus vite. L'Académie n'a pas fait fi de ce débat, puisque l'Académie même dit parmi les réalités, il y a l'hésitation des populations. Mais comme on l'a dit, on se vaccine pourquoi? Pas pour nous, forcément. Je dis même pas pour nous forcément, mais parce que je vais vous lire les 3 derniers points qui ont validé, qui ont prévalu. Les 3 derniers points disent quoi? Mouvement mondial en faveur de la vaccination. Vaccin comme conditionnalité pour voyager dans certains pays risque de restreindre la liberté des non-vaccinés. J'ai dit les 3 derniers points parce qu'ils ont fait le bilan de se demander est-ce qu'il est nécessaire de se vacciner tout là. Bon, donc la réalité de nos pays, ça est des pays africains, en général, elle est différente des pays de l'autre côté de la mer. Mais on ne vit pas en vase clos. Aujourd'hui, pour voyager, il faut forcément faire le test. Sinon, vous ne bougez pas. À l'aéroport, si vous ne présentez pas le test, vous ne bougez pas. Et même c'est parce que l'UEMOA même d'ailleurs a harmonisé les résultats. Vous débarquez de Ouagadougou avec votre résultat qui est négatif, vous arrivez à Cotonou, au Bénin à côté, vous refaites un test. Vous refaites le test. Donc sans le test, vous ne voyagez pas. Et même pour l'ouverture des frontières terrestres, qui est en train de se dérouler parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Au niveau des postes frontières, ils sont en train d'installer le dispositif pour le test rapide là, mais à 5 000 francs poste frontière. Donc, si vous ne faites pas le test également, vous ne traversez pas la frontière. Et donc, à un moment donné, on dira à des Burkinabés qui veulent voyager, qu'ils soient officiels ou pas, parce que ce n'est pas seulement les officiels, il y a des Burkinabés qui sont des hommes d'affaires, certains qui voyagent pour des problèmes de famille ou pour toute autre chose, qui vont vouloir prendre l'avion. On dit, sans le test, vous ne bougez pas. Donc, vous faites quoi? Maintenant, en ce moment, c'est volontaire, puisque c'est volontaire. Vous allez aller dire, bon, je suis obligé de faire le test parce que je vais voyager, à moins de renoncer à votre voyage. Mais si vous êtes même un officiel en mission, là même, ça ne se discute pas. Vous allez faire le test et vous allez vous vacciner. Donc, si vous êtes vacciné, bon, là au moins c'est arrivé parce que même dans les autres pays, aujourd'hui, vous voyagez sans le carnet de vaccination. Dès que vous débarquez, les services socio-sanitaires sont là. Vous présentez vos cartes de vaccination. Si ce n'est pas à jour, on vous vaccine. Si vous l'avez, même si vous êtes vacciné il y a une semaine, vous l'avez oublié, vous allez prendre des doses encore à l'aéroport. Donc, même pour les cas de méningite, fièvre jaune et autres, les gens sont rigoureux, n'en parlons pas du vaccin anti-Covid. Donc, à un moment donné, nous ne vivons pas en vase clos. Est-ce que nous avons aussi le choix de dire qu'on ne veut pas? À moins de rester entre les 274 000 km² et ne pas vouloir bouger. Donc là aussi, il faut être réaliste. Merci, juge Bougma. Merci aussi, juge Voa, pour ces différentes clés de lecture. Des propos qui vont mettre fin à cette première convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Et on l'a dit, si tout se passe bien, demain, nous allons enrôler la question concernant la crise au sein de la communauté musulmane avec un invité à viser de ces questions-là. Excellente journée en attendant. Restez fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM.